Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Donald Trump a perdu, mais il s'en est fallu de peu. Nous essaierons de comprendre pourquoi ce président hors norme a recueilli encore près de 48% des suffrages en déjouant une fois de plus les prévisions de tous les sondages. Des millions de Noirs, de Latinos, d'ouvriers ont voté pour Donald Trump. Il n'y a pas qu'une Amérique blanche, républicaine et conservatrice qui a souhaité sa réélection. Enfin, dans notre rubrique Mais encore, ces autres dirigeants ailleurs dans le monde élus démocratiquement et qui incarnent la montée en puissance des idéologies nationalistes et populistes. Il n'aura manqué que quelques centaines de milliers de voix à Donald Trump dans 5 États pour être réélu, malgré l'exercice d'un pouvoir chaotique, malgré les contre-vérités, les excès, les outrances, malgré la gestion calamiteuse de l'épidémie. Trump a récolté davantage de suffrages qu'il y a 4 ans, avec une participation époustouflante, 66%, du jamais vu depuis plus d'un siècle. Les 72 millions d'Américains qui lui ont apporté cette fois leur soutien l'ont fait en toute connaissance de cause, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il incarne dans un pays tourmenté, en bousculant comme jamais les règles élémentaires de la démocratie. Trump n'est donc pas un accident de l'histoire, pas un candidat qu'on aurait élu une première fois parce qu'on ne le connaissait pas et que son adversaire Hillary Clinton était loin de faire l'unanimité, jusque dans le camp démocrate. Donald Trump a perdu la Maison-Blanche sans doute, mais le Trumpisme restera. Il continuera longtemps de traverser la société, la politique, le Parti républicain et les institutions américaines. Et bien au-delà des frontières de l'Amérique, les ondes de choc du Trumpisme vont encore déployer leurs effets. Bonjour, Raphaël Grand, à Washington. Derrière vous, la Maison-Blanche. Vous avez suivi toute cette campagne, notamment les meetings de Donald Trump. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? En fait, c'est vrai, quand on va dans un de ces grands rassemblements politiques de Donald Trump, on sent immédiatement une connexion, un enthousiasme, une espèce de passion entre le président et sa base. Ça ressemble un peu à, vous savez, un festival de rock. Les gens ont des t-shirts Donald Trump, il y a des drapeaux. Ils ont aussi ces fameuses casquettes Make America Great Again. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez fort entre Trump et sa base qu'on a revu encore en 2020 dans ce scrutin. Il fait mieux que Barack Obama en 2008. Et cette passion, elle est vraiment visible encore. Regardez cette foule, vous ne pouvez même pas en voir la fin. Ce n'est pas la foule d'un perdant. Et puis à l'heure où on se parle, il y a une partie des supporters et le président lui-même qui ne reconnaissent pas sa défaite. Ça vous étonne ? Pas vraiment, parce que Donald Trump, il prépare l'opinion de ses troupes depuis des semaines, même des mois. Il les prépare à une élection volée par les démocrates, à des fraudes. Ça fait partie de la stratégie de Donald Trump d'aller contester le résultat du scrutin devant les tribunaux. On le sait, Trump n'aime pas perdre, il se battra jusqu'au bout. Merci Raphaël, à bientôt. Donald Trump a recueilli 9 millions de voix en plus qu'il y a 4 ans face à Hillary Clinton. Une fois de plus, les sondages se sont plantés, incapables de mesurer le formidable engouement pour ce président hors norme. Sujet de Mélanie Ohayon, Laurent Auert, Sébastien Espinosa. Ici en Floride, les supporters de Trump pouvaient croire à la victoire mardi soir 3 novembre. Le président a remporté les 29 grands électeurs dans cet État qui votent presque toujours pour le vainqueur. Trump a fait même mieux qu'en 2016, surtout auprès des électeurs latino-américains. 47% ont voté pour lui contre un tiers il y a 4 ans. Trump a su convaincre avec l'argument de la menace communiste. L'Amérique a gagné, la liberté a gagné, le capitalisme a gagné. Pas de socialisme dans cette ville, non, non, non. Pas de socialisme, pas ici, jamais. Sur l'ensemble des États-Unis, la tendance se retrouve. 32% du vote hispanique en faveur du président sortant, 28% en 2016.
5 jours de suspense en Pennsylvanie qui a finalement ouvert les portes de la Maison-Blanche à Joe Biden. Mais même ici, malgré les violences, malgré le mouvement Black Lives Matter, Trump a aussi mobilisé davantage d'électeurs afro-américains qu'il y a 4 ans. Et au niveau national, une progression de 4% des voix par rapport à 2016. Durant la campagne, certains n'ont pas hésité à afficher clairement leurs préférences. Les 4 premières années ont été incroyables, surtout pour ma communauté. Nous avons construit et nous avons grandi ensemble. J'aimerais être en âge de voter pour Trump. Je sais qu'il va faire des choses bien et c'est notre pays, l'Amérique. Joe Biden victorieux, mais tout de même, plus de 72 millions d'Américains ont apporté leur soutien à Donald Trump. Comme une majorité des États du Midwest et du Sud, l'Amérique conservatrice, l'Amérique profonde, l'Amérique chrétienne n'a pas lâché le président, comme au Texas. Le Texas croit vraiment à la libre économie, à la liberté de constitution. Nous sommes pour Dieu, pour les armes à feu, pour la famille. Et pro-Trump? Oui, pro-Trump. Vous voyez sa petite tenue ici? Je ne voterai pour personne qui veuille retirer Dieu de ma vie. Et je pense que la majorité des gens du comté pensent la même chose. Trump est un homme d'affaires. Il sait comment créer des emplois, il sait comment créer des profits et des pertes. Et il est audacieux. Ses plus fidèles soutiens restent les hommes blancs sans diplôme universitaire. Mais Trump n'a pas pour autant perdu le soutien des femmes. Elles étaient 42% cette année, autant qu'en 2016. Je pensais que c'était un port misogyne, franchement. Mais il m'a impressionné ces 3 dernières années et demie par son engagement envers le pays, son amour du pays et du peuple américain et les promesses qu'il a tenues. Des promesses qui ont particulièrement convaincu les comtés ruraux. Trump y a réalisé un score de 57% contre 42% pour Joe Biden. Auprès de ceux qui se présentent comme les oubliés de la politique américaine, séduits par le tribun anti-système. Bonjour, Jeffrey Lightfoot. Bonjour. Merci de nous rejoindre depuis Washington. Vous êtes senior analyste au sein de l'Atlantic Council, un fameux think tank, laboratoire d'idées. Vous avez voté républicain, je crois qu'il faut le dire. Cette vague rouge qu'on vient d'entendre, de toutes ces voix de supporters de Trump, on ne l'a pas vu venir. On n'a pas voulu voir venir. Oui, je crois que... Non, nous n'avons pas vu la vague bleue qu'on avait anticipée. Je crois que pour plusieurs raisons. Premièrement, beaucoup d'Américains ont beaucoup plus d'inquiétude sur l'état de l'économie que du coronavirus et veulent tourner la page sur le virus et recommencer l'économie. Et Trump avait un message assez fort sur cette question. Et deuxièmement, je crois que beaucoup d'Américains, même si Joe Biden est plutôt au centre, beaucoup d'Américains entendent des voix très progressistes dans la gauche du Parti démocrate et ils sont prêts à accepter leurs formules sur des questions de policières, de loi et d'ordre et de renoncer à l'histoire américaine. Et je crois donc que beaucoup d'Américains ont voté massivement pour Biden, bien sûr, mais aussi pour M. Trump, car il avait un peu peur du message du Parti démocrate. Et puis, il y a beaucoup d'Américains, peut-être, qui ont dit quelque part on ne veut pas d'une Amérique socialiste, voire communiste, comme disait Donald Trump. Oui, tout à fait. En particulier dans cet État clé de Floride, la campagne de Trump a travaillé pendant 4 ans à cultiver les cubano-américains, les immigrés du Venezuela, qui sont des Américains qui sont très conservateurs et qui détestent le socialisme. Et l'administration a poussé une ligne très dure contre ces deux pays qui a motivé cet électorat clé dans la Floride. Mais il y a beaucoup d'autres qui se méfient d'Alexandria Ocasio-Cortez et ces progressistes très gauche, Bernie Sanders, de la gauche du Parti démocrate et qui rejette la vision économique et aussi sociale et culturelle du Parti démocrate. Mais quand même, il y a eu toutes ces émeutes raciales. Comment expliquer qu'il y a beaucoup plus d'Afro-Américains et de Latinos qui ont voté cette fois pour Donald Trump par rapport à 2016 ?
Oui, c'est tout à fait remarquable. Je crois qu'il y a... La communauté latino-américaine est très hétérogène. Ce n'est pas très uni. Et beaucoup d'entre eux, en particulier dans le Texas, etc., sont assez conservateurs. Ils vont à l'église, ils sont contre l'avortement, ils sont peut-être séduits par ce message de M. Trump. Mais il faut aussi noter que beaucoup des Hispanos, des Latino-Américains ont perdu leur emploi en raison du Covid et sont attirés par le message de Trump que nous allons rouvrir l'économie américaine. Aussi, il faut noter que M. Trump avait cherché à cultiver la communauté noire par sa réforme du système judiciaire qui a donné la liberté à pas mal de gens qui étaient en prison. Et je crois que beaucoup d'entre eux sont aussi attirés par son langage assez fort. En préparant cette émission, Jeff, vous m'avez dit Trump a plus fait en 4 ans que Barack Obama en 8 ans. Oui, je crois que c'est vrai. Barack Obama a été un président symboliquement extrêmement important dans notre histoire. Mais après ses premières 2 années en pouvoir, il avait du mal à passer de la législation et beaucoup de ce qu'il avait fait à l'étranger avait été renversé par M. Trump. Mais regardez, en 4 ans, M. Trump avait renouvelé le judiciaire américain. Un tiers des juges fédéraux et de la Cour suprême ont été nommés par Trump. Ce sont des électeurs très conservateurs et jeunes qui vont perdurer pendant 30 ou 40 ans. Il avait renouvelé le paradigme avec la Chine, avec une confrontation brutale avec le régime chinois, que j'imagine que Biden va largement continuer. Il avait changé comment le Parti républicain voit des interventions militaires à l'étranger. Il a nié l'héritage de George Bush et de John McCain à cet égard-là. Et nous avons un Parti républicain qui se méfie beaucoup de ces interventions militaires. Il avait changé la manière de communication du président et même de la coutume du président même. Il a brisé les tabous. Il a renoué les tarifs douaniers qui étaient un tabou économique américain. Donc je crois qu'il a beaucoup changé la présidence américaine et le pays en 4 ans. Mais il a beaucoup creusé aussi les divisions, la rupture presque entre cette Amérique blanche conservatrice et puis cette Amérique qu'on connaît ici en Europe, plutôt multicolore et multiculturelle, non ? Oui, c'est inquiétant le degré jusqu'à quel point il a polarisé l'élection et l'électorat américain. Et c'est une stratégie que nous avons vue à attirer beaucoup d'électeurs pour et contre lui avec un taux de participation record. Il faut noter aussi que les médias et les réseaux sociaux aussi sont utiles qu'il utilise avec beaucoup d'efficace et qui aussi polarisent et divisent l'Amérique aussi. Donc c'est inquiétant jusqu'à quel point aujourd'hui nous n'avons pas une même vérité en tant que peuple américain. Il y a une vérité républicaine et une vérité démocrate et c'est ce qu'on voit avec les résultats de cette élection. Est-ce que vous pensez que le Trumpisme va survivre à Donald Trump? Je pense notamment au sein du Parti républicain. Oui, je crois que le Trumpisme peut survivre en 2 manières. Premièrement, par M. Trump lui-même, qui peut se présenter en 2024, ou sa famille, son fils Don Jr., ou sa fille Ivanka, qui, je crois, s'intéresse à une carrière politique. Mais il faut noter aussi que le futur du Parti républicain et celles et ceux qui se sont associés avec M. Trump, soit dans son cabinet, comme Nikki Haley, ancienne ambassadrice à l'ONU, son secrétaire d'État, M. Mike Pompeo, ou des sénateurs qui sont plutôt populistes, comme Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley. Je crois que Trump a fondamentalement changé le Parti républicain dans un parti populiste plutôt rural, plutôt blanc et plutôt classe ouvrière. Et donc, je crois que c'est un changement qui va perdurer de la même manière que Reagan dans les années 80. Jeff, avant de poursuivre, j'aimerais revoir un extrait d'un Géopolitis que nous avions réalisé en avril 2017. Donald Trump était alors au pouvoir depuis 100 jours. On se retrouve juste après. Une marée de bonnets roses converge vers le Capitole et la Maison-Blanche. Cette marche des femmes a rassemblé plus de 2 millions de personnes à travers le pays. Elle s'inscrit parmi les plus importantes manifestations de l'histoire des États-Unis contre le sexisme, contre l'intolérance d'un président qui révolte une partie des Américains. I am not as nasty
as racism, fraud, conflict of interest, misogyny, ignorance, white privilege. Les chercheurs et les scientifiques, eux aussi, se mobilisent contre ce président qui veut réduire de 30% les moyens alloués à l'Agence de protection de l'environnement, après avoir affirmé durant sa campagne que le réchauffement climatique était un canular. La cérémonie des Oscars, suivie par 30 millions de téléspectateurs, n'a pas échappé au mouvement de rébellion. Le maître de cérémonie, Jimmy Kimmel, y est allé de son numéro. This broadcast is being watched live by millions of Americans and around the world in more than 225 countries that now hate us. Parmi les patrons de la Silicon Valley, on avait rarement vu une telle unanimité. Facebook, Microsoft et Google, tous ensemble, ont fait savoir tout le mal qu'ils pensaient des décrets anti-immigration. Mes arrière-grands-parents sont venus d'Allemagne, d'Autriche et de Pologne. Les parents de Priscilla, mon épouse, étaient des réfugiés de Chine et du Vietnam. Les États-Unis sont une nation d'immigrants et nous devrions en être fiers. Signé Mark Zuckerberg. Malgré toutes ces voix contestataires, Donald Trump, selon les sondages réalisés mi-avril, rassemble contre lui 52% seulement d'avis défavorables. Trump est un bon tacticien de la politique et c'est un bon tacticien des médias. Il a compris que ce qui compte, c'est pas tant le New York Times ou les grands journaux télévisés, mais ce sont les médias sociaux, etc. Et il sait que son électorat aime un Trump excentrique, vulgaire, grossier, agressif, qui dézingue toutes les élites du pays. Chaque fois qu'il attaque la presse, son électorat est ravi. Ça ne le fragilise pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il joue à fond ce jeu très démagogue des élites et du peuple. Et je crois qu'il s'y tiendra. Okay. Est-ce que Donald Trump n'a pas abîmé la démocratie américaine? Certains disent même déshonoré la démocratie américaine. Oui, je crois que son comportement est extrêmement inquiétant à tester nos systèmes politiques qui étaient testés même avant lui. Mais je dirais, je suis assez optimiste à cet égard-là parce que M. Trump avait attaqué brutalement pas seulement Joe Biden, mais aussi tout le système électoral, ce qu'il fait aujourd'hui en disant que l'élection a été truquée. Et ce qu'on a vu, c'est que le système a plutôt fonctionné. Les Américains sont allés aux urnes massivement, les États ont compté les voix, et je crois que dans les jours qui viennent, les États vont compter et certifier l'élection pour Joe Biden. Et je crois que dans les jours qui viennent, Trump n'aura pas beaucoup d'options que de quitter la Maison-Blanche en janvier. Mais il lui reste 60 jours, Jeff. À quoi faut-il s'attendre? Oui, nous avons déjà vu qu'il a licencié son secrétaire à la Défense. On craint aussi qu'il pourrait licencier la directrice de la CIA ou peut-être le directeur du FBI. Peut-être Joe Biden ne serait pas très triste. Il pourrait nominer ses propres personnes dans les jours qui viennent. Mais c'est inquiétant. On peut aussi imaginer qu'il cherche à imposer des ordres exécutifs qui peuvent limiter ou embêter la transition de Joe Biden. Et ce qui est assez sûr, c'est qu'il ne va pas recevoir Joe Biden à la Maison-Blanche pour un café, comme la tradition. Il est très peu probable qu'il va accepter sa défaite. Et donc, ça va poser des problèmes de légitimité pour Joe Biden. Et c'est très inquiétant. Mais dans les jours qui viennent, ils peuvent continuer à embêter la transition. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on pourrait imaginer s'attendre à une opération sur le plan international pour ennuyer Joe Biden? C'est ce qu'on voit plutôt que les alliés, les pays, même des pays qui ne sont pas très ouverts à Joe Biden, comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, acceptent et ont félicité Joe Biden. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que la Russie et la Chine se taisent, ils ne disent rien. Et je m'inquiète juste un petit peu que si Trump licencie toutes les secrétaires de la Défense, la chef de CIA, qu'un de ses adversaires, la Russie, la Chine, peuvent tester un peu, chercher avantage géopolitique, soit en Bélarus, en Russie par exemple, en Taïwan, avec la Chine, dans ce moment de transition politique ici aux États-Unis. Ça, c'est inquiétant pour moi. Et vous n'excluez pas qu'il revienne en 2024, lui ou son clan?
Je crois que c'est possible. Je crois qu'il va laisser la porte ouverte à cette option pour maintenir son influence. Et dans les mois qui viennent, on voit en fait que M. Trump garde son influence. Même après avoir évidemment perdu cette élection, le Parti républicain ne conteste pas sa ligne sur l'élection qui était un peu truquée. Et en fait, c'est pour des raisons tactiques. Il y a cette élection spéciale des 2 sièges sénatoriaux en Géorgie qui vont déterminer qui contrôle les Sénats, les républicains ou les démocrates. Les enjeux sont énormes et les républicains veulent continuer à utiliser la marque et le pouvoir de Trump pour cette élection le 5 janvier. Cela dit, il n'aura pas forcément une retraite tranquille. Donald Trump, il y a plusieurs procédures judiciaires, les impôts, les factures douteuses qui l'attendent. Est-ce qu'il pourrait faire un deal avec l'administration démocrate par rapport à toutes ces affaires? Je crois que oui, il aura une retraite pas très tranquille, à la fois parce qu'il ne va pas renoncer à la politique, à la fois, oui, comme vous avez dit, pas seulement peut-être des procédures fédérales, mais aussi son ancien État de New York, et le procureur là-dessus va lui poursuivre pour des violations d'impôts, la fraude, etc. Donc, il aura beaucoup de difficultés. Je crois qu'il va rester très influent en politique et sa compte Twitter et ses bases de données sur le Parti républicain seront extrêmement valables pour celles et ceux qui veulent être des candidats en 2022 ou même en 2024. Et on dit même qu'il pourrait créer une chaîne de télévision ou animer des émissions radio aussi. Oui, c'est tout à fait possible. Il faut noter qu'il est très difficile, il faut beaucoup d'argent pour créer une chaîne de télévision, mais c'est tout à fait possible. Je suis sûr que la marque Trump sera utilisée à l'étranger aussi, dans des pays qui étaient les favoris de Trump dans le futur. Les hôtels, etc. Merci beaucoup, Jeff. C'était un plaisir de vous recevoir dans Geopolitis. Bonne journée à vous à Washington. Merci, au revoir. Au revoir. Donald Trump est Donald Trump, inimitable. Mais il y a de par le monde d'autres dirigeants élus comme lui de manière démocratique. En voici quelques-uns de ces chefs d'État incarnant la montée en puissance des idéologies nationalistes et populistes. Un best-of non exhaustif proposé par Elsa Anguinolfi. Un président qui se veut proche du peuple. Sur cette vidéo postée sur Facebook, le Brésilien Jair Bolsonaro part à la rencontre de ses partisans, sans masque, alors que le coronavirus a fait plus de 160 000 morts dans le pays. Si vous l'attrapez un jour, ne vous inquiétez pas. Nous essayons de l'éviter, vous savez. Mais j'ai 65 ans, je n'ai rien senti, même pas une petite grippe. Absolument rien du tout. Jair Bolsonaro, président depuis début 2019, élu avec 55% des voix. Un homme ouvertement raciste et nostalgique de la dictature militaire pour ses détracteurs. Un homme à poigne, transgressif pour ses partisans et toujours populaire. 50% des Brésiliens approuvent sa manière de gouverner, selon un récent sondage. Au cœur de l'Europe aussi, les hommes forts s'installent au pouvoir. En Pologne et surtout en Hongrie, dirigée par Viktor Orban, élu et réélu depuis 10 ans. Il mène une politique nationaliste, anti-européenne et anti-immigration. La Commission européenne cherche toujours comment gérer l'immigration, mais la position hongroise, c'est stopper les migrants. Aux Philippines, l'homme fort s'appelle Rodrigo Duterte, élu tout comme Donald Trump en 2016. Partisan de la méthode forte et du pouvoir des images, il mène une guerre sans merci contre la drogue. Je prône l'imposition de la peine de mort pour les crimes liés aux drogues illégales. En Turquie aussi, Recep Tayyip Erdogan, président depuis 2014, chante d'une nouvelle Turquie nationaliste et conquérante. Un dirigeant toujours plus autoritaire, dont la popularité s'érode. Contesté aussi, Benyamin Netanyahou,
Premier ministre israélien depuis 2009, qui, avec le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, perd un allié fidèle et un soutien de poids. Voici encore quelques pistes pour prolonger cette émission et cerner le profil des deux candidats. Ce reportage diffusé par le magazine Temps Présent, Trump-Biden, une élection à haut risque. Dépêchez-vous, c'est encore disponible jusqu'au 21 novembre sur le site de la RTS. À écouter ou réécouter les chroniques Washington DC à l'enseigne des radios francophones publiques, une série réalisée par nos excellents collègues et correspondants de la radio aux États-Unis, à retrouver sur le site RTS Play. Dans la course à la Maison-Blanche, un chiffre et seulement un chiffre compte, 270. 270 grands électeurs, c'est la majorité du collège électoral. Americans do not vote directly for their president. They want to destroy you, and they want to destroy our country. Our politics has become so mean, so petty, so negative, so partisan, so angry, and so unproductive. Et puis, permettez-moi enfin de l'autocitation, Populisme, la vague, un géopolitisme diffusé en janvier 2019. C'est à revoir en podcast ou sur notre site géopolitisme.ch, comme d'ailleurs l'ensemble de nos émissions. La semaine prochaine, nous espérons vous retrouver fidèles à notre rendez-vous sur la RTS et TV5 Monde avec cette grande question quasi existentielle. La France est-elle encore une grande puissance? D'ici là, passez une belle semaine, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.